C'est quoi les grosses dépenses que tu fais? Qu'est-ce que tu te permets avec 40 000 euros de cash flow par mois? Alors moi, je me verse 0. Dans les standards français, 10 000 euros par mois, c'est beaucoup, mais à l'échelle de tout ce qu'il y a à faire et de tout le nombre de gens qui sont dans la misère, c'est que dalle, 10 000 euros par mois. Je suis à 200% d'accord avec Monsieur Tapi quand il dit voilà, un mec qui écrit des bouquins, il cherche un prix Nobel de littérature et c'est comme ça qu'on quantifie sa réussite. Un chef d'entreprise, on quantifie sa réussite en fonction du bénéfice qu'il va générer avec ses boîtes. Énormément de gens qui sont malades, qui ont envie d'être malades et qui ont en tout cas pas envie de guérir parce que être malade, ça peut apporter certains bénéfices. Pour démarrer, je peux te proposer de te présenter tout simplement. Yes. Et si tu peux vraiment commencer Depuis le plus tôt possible, ça serait génial, comme ça on comprend les sources. Yes, carrément. Alors, moi, j'ai commencé, on va dire, si on peut appeler ça une aventure entrepreneuriale, entre guillemets, à faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou du commun des mortels. C'est un peu, je pense, le rôle de l'entrepreneur. J'étais assez jeune et moi, quand j'étais petit, j'ai fait énormément de danse. J'ai très vite fait de la danse à un niveau semi-professionnel, voire professionnel. Danse hip-hop, c'est un truc qui m'a toujours passionné. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Pendant toute mon adolescence, je faisais 14 heures d'entraînement par semaine, de la préparation physique, un programme nutritionnel, tout ça. Donc, j'étais tout de suite à fond là-dedans. Et assez rapidement, j'ai commencé à rentrer dans une compagnie professionnelle qui est locale vers chez moi. Et on faisait des animations en boîte de nuit, des spectacles. On faisait le festival d'Avignon, le festival Chalon dans la rue, pas mal de choses comme ça. Et dans ce genre de festival, on est payé au chapeau en général. C'est-à-dire qu'en gros, on fait notre représentation, ce qu'on appelle du street show. Le but du jeu étant de faire passer le meilleur moment possible avec les gens qui sont autour de nous. Et à la fin, on tend notre casquette et on dit si jamais vous avez aimé le spectacle, n'hésitez pas à nous remercier avec une petite pièce, machin. Classique. Tu gagnais des millions d'euros avec ça. Des millions d'euros, ouais, voire des milliards. Non, mine de rien, c'était une activité qui était quand même plutôt rentable au-delà du fait que je prenais beaucoup de plaisir à la faire. Pour te donner un ordre d'idée, au Festival d'Avignon, par jour, on était une compagnie de 5 danseurs sur place. On devait se faire quasi 400 euros par jour en espèces. Ok. Quand même, donc c'était pas mal. Bien, ouais. Alors par contre, on cravachait fort. On faisait les premières représentations à 14h jusqu'à minuit le soir. On faisait 8 spectacles dans l'après-midi. 8 spectacles de 30 minutes, ça cogne fort quand même en termes de conditions physiques, tout ça, faut être prêt. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. Okay. J'avais 16 ans. J'ai fait mes tout premiers spectacles. J'avais 10 ans, mais c'était des spectacles d'école de danse. Puis après, petit à petit, j'ai continué là-dedans. J'aimais beaucoup le côté physique. Prépa physique, nutrition, etc. Moi, je viens d'une famille où j'ai 2 professions libérales. Mon papa est médecin, ma mère est dentiste. Donc, j'ai toujours baigné dans ce côté un peu prendre soin de soi, prendre soin de son corps, etc. Et ça a toujours été quelque chose d'important pour mes parents. Donc, ce qui fait que naturellement, je faisais quand même beaucoup de muscu. Et je m'intéressais beaucoup à ce que je mangeais, etc. À tel point qu'en première, je m'inscris dans une salle de sport un peu huppée vers chez moi. Et je vois qu'en termes de niveau de connaissance sur tout cet aspect-là, ouais, comment manger pour prendre de la masse, tout ça, j'étais plutôt vachement plus à l'aise que les autres qui étaient dans la salle. Et puis un jour, il y a un mec qui me dit « Putain, mais j'aimerais bien que tu me coaches et tout. Si tu veux, je te file 50 euros et tu me fais un programme. » Puis moi, sur le coup, je me dis « Ouais, 50 euros et tout, je lui fais un programme. » Alors, je regarde sur Internet, j'essaie de voir un peu qu'est-ce que font les gens qui font des programmes, comment ils le présentent et tout. Tu vois, j'étais en première, hein, donc... J'étais pas du tout alerte sur tout ça. Et puis je lui fais, il en est super content, il en parle à un ami, qui en parle à son frère, qui en parle à son cousin. Puis petit à petit, j'arrivais en première, un peu plus en terminale, à me faire quasi 10 programmes par mois. Donc tu vois, ça me faisait 500 euros en espèces par mois. Et c'était ma première démarche, je pense, entrepreneuriale, où je vendais même pas mes produits parce que tout se faisait en bouche à oreille, ouais, quoi. Puis j'étais pas forcément... le mec qui était le plus présent à la salle aux horaires de pointe. Moi, j'allais à la salle à 6h30 le matin avant d'aller au lycée, donc du coup, je voyais pas grand monde. Mais petit à petit, je me suis fait un peu ma main, on va dire, sur le fait de donner un produit et de faire en sorte qu'il soit le plus parfait possible, en tout cas le plus excellent, quand j'étais au lycée. Suite à ça, à la fin du lycée, moi, je voulais être sportif de haut niveau. Je voulais faire de la danse. On commençait à parler à cette époque-là que le breakdance allait devenir une discipline aux Jeux Olympiques, qui sera le cas aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça devient une discipline olympique, ce qui est vraiment, je pense, une aubaine pour notre sport. Mais mes parents, pas super fans de ça, ils me disent « Ah, tu sais, des études, c'est quand même bien et tout. Bon, on te laisse le choix, tu peux faire une école de co, une prépa ingé ou médecine. Tu choisis un des 3. » Donc c'était un peu, j'ai eu une éducation assez sévère et très stricte par rapport à ça. Donc du coup, je fais une première année de médecine. J'ai ma première année de médecine du premier coup. Et à la fin de ma première année de médecine,
mes parents me disent, bah écoute, voilà, c'est bien, tu as eu ta première année du premier coup, c'est génial. Mais par contre, là, il faut que tu ailles bosser, parce que c'est l'été, tu as fini au mois de juin. Donc, c'était même avant, hein, j'avais même pas fini l'année où ils me disaient déjà, qu'est-ce que tu vas faire cet été, machin et tout, il faut que tu trouves un job étudiant. Puis j'avais des potes qui étaient chez Decathlon, qui étaient chez McDo, qui étaient chez Carrefour. Et je me disais, oh, l'angoisse, faire 2 mois où je fais la caisse à Carrefour, c'était pas du tout ma vision. Alors, je suis arrivé à caler, tu vois, 2-3 festivals, 2-3 spectacles de danse, 2-3 animations en boîte de nuit où je me faisais un peu de sous, mais ça suffisait pas pour payer les frais à la fac, tous les bouquins en médecine. On a beaucoup de bouquins à acheter qui coûtent très cher. Donc du coup, étant passionné de psychologie, étant passionné de tout ce qui est hypnose, programmation neurolinguistique, thérapie d'impact, thérapie brève, etc., je décide d'utiliser des économies que j'avais mis de côté, notamment grâce à la danse, quand j'étais, et puis grâce à mes programmes de sport, pour faire une formation d'hypnothérapie. Donc un centre que j'avais vu sur Internet, qui était le plus grand de France à l'époque, qui s'appelle Psynaps. Et je finis le concours de première année de médecine un vendredi. On avait une session de recomposition, parce qu'il y avait eu de la tricherie ou des trucs comme ça d'ailleurs. C'était l'horreur. C'était vraiment pas des bons moments. Et je finis le vendredi soir à Dijon. Et le samedi matin, je commence à Lyon. Une formation pour devenir hypnothérapeute. Une formation de 3 semaines qui débouchait sur un examen et puis ensuite qui certifiait un diplôme. Et puis derrière, je m'étais dit, bah super, on parlait beaucoup de l'auto-entreprise à l'époque et tout. Je vais créer ma petite auto. Je vais essayer de me faire 2-3 consultations par semaine. Tu vois, c'était 60 € la consultation, ça te prend 1 heure. Tu as 60 € de l'heure. Si je m'en fais 3 par semaine, 3 x 6, 18. Ça fait 180 € la semaine, ça fois 4 par semaine, bah ça y est, super. J'ai mon salaire d'étudiant. T'as ta caisse à Carrefour. J'ai ma caisse à Carrefour. En beaucoup moins de temps. En beaucoup moins de temps. Donc, À je peu me dis, près vas-y, je fais 5 fois moins de temps. 5 fois moins de temps, exactement. Donc, je fais la formation sur le mois de juillet, à la fin de ma première année. Début août, j'ouvre ma petite auto-entreprise. C'était le 8 août de mémoire. Ça t'a coûté combien, la formation? Elle m'a coûté 2800 €. Ok. 2800 €. Tout compris, je veux dire, avec le déplacement. J'avais dormi chez ma grand-mère sur place. Enfin, je m'étais arrangé. Grosso modo, c'était à peu près ça. C'est bien d'avoir eu cette démarche-là que j'ai pas eu moi. Peut-être une histoire d'éducation aussi. Ouais. Tu vois, d'investir pour. Moi, j'aurais vu des vacances d'été, 3 mois. Je peux me faire 3 fois 1000 € à Carrefour. Et sinon, je peux investir 2800 € pour peut-être me faire beaucoup plus d'argent. Et ça, à cet âge-là, en tout cas, je n'avais pas ces réflexes-là. Ouais, je comprends. Toi, tu les as eus? Tu étais poussé par tes parents pour faire ce genre de choses? Non, pas trop. Moi, je viens d'une famille où le travail est très important, de profession libérale. Moi, j'ai toujours vu mes parents partir à 7h30 le matin, rentrer à 20h le soir, avec une vie de famille assez limitée. On se voyait que les week-ends et pendant les vacances. Mais c'est surtout que moi, j'avais pas du tout l'ambition, au moment où j'ai fait ça, de me dire je vais gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € par mois. Hein, pas du tout. Hein. Moi, l'objectif, c'était de me dire je peux faire mes études, je peux continuer à faire mes entraînements de danse le soir et je peux bosser un petit peu le samedi et ça me laisse du temps le dimanche pour faire autre chose. C'était vraiment ça l'objectif. Il n'y avait pas plus d'ambition que ça et elle est venue en faisant en fait. Ok. Puisque j'ouvre mon cabinet au mois d'août, mon papa était installé dans un petit cabinet de campagne. Je lui demande s'il peut me prêter son cabinet les samedis parce qu'il ne travaillait pas les samedis. Donc je lui dis le samedi matin, je te paye les frais de ménage et tout. Il dit ok, tu me payes les frais de ménage, pas de problème. Et puis au début, j'avais 1, 2 personnes, 3 personnes certains samedis, et ça pendant 1 mois, 2 mois à peu près. Et puis un jour, j'ai eu une dame qui était coiffeuse dans le village où je m'étais installé, qui est venue pour arrêter de fumer. Je lui ai fait une séance d'hypnose, ça a marché du premier coup, en une seule séance. Et donc elle en a parlé à 10 personnes. Donc j'ai eu les 10 personnes dans les semaines d'après. Puis les 10 personnes, on en parlait à 10 personnes. Et puis dans les 10 personnes, il y en avait une qui travaillait chez Areva, qui m'a envoyé 30 personnes de chez Areva. Et de fil en aiguille, ce qui fait qu'assez rapidement, on va dire d'ici la fin de l'année, mois de novembre, mois de décembre, ça faisait même pas 6 mois que j'avais lancé mon activité. Et j'ai rempli mon samedi matin, donc de 8h à midi, puis mon samedi après-midi, puis mon dimanche matin, puis mon dimanche après-midi, puis un jour par semaine en plus où je prenais le cabinet en plus à une demi-journée par semaine. Donc, ce qui fait qu'en milieu de 2e année de médecine, je faisais quasi 30 consultations par semaine. Donc, tu fais 30 fois 60 fois 4 semaines par mois. Donc, c'était, pour moi, c'était l'alu complet, quoi. Je me faisais 6 000, 7 000 € par mois. Je savais même pas quoi en faire, honnêtement. J'avais pas du tout... Je commençais à m'intéresser un peu à la sphère de l'investissement, tout ça, à cette époque, mais vraiment de manière éloignée. Et je l'avais pas fait pour ça. Ok. Et puis, naturellement, je vois que ça tourne super bien. Je me prends vraiment un goût de la performance entrepreneuriale dans ce point de vue-là, en essayant d'avoir plus de prospects, je continue à faire des formations dans des instituts pour faire un peu plus de coaching, un peu de thérapie familiale, un peu de sexothérapie, et toute cette sphère, on va dire, de la psychologie humaine et de la performance humaine
était un truc qui me passionne encore beaucoup aujourd'hui et qui me passionnait énormément à l'époque. Donc, ce qui fait que de fil en aiguille, j'en viens à me dire, putain, je gagne du pognon, ça marche bien. Et voilà, je veux dire, j'ai une chemise Primark, je m'habille sobrement, je passe ma vie à bosser, donc je dépense rien. Ouais. Je fais une toute petite pause. Ouais. Yes. Un peu plus chaud. Oui. Bon, ça va, on est là. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, naturellement, je tape sur Internet comment placer son argent sur YouTube. Et je tombe sur des vidéos. À l'époque, c'était le tout début de la crypto, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et ça faisait vraiment un peu truc de voyou, entre guillemets. Moi, c'est l'image que j'en avais au début. Je tombe sur l'immobilier où il y avait déjà Hassan le pro de l'IMO à l'époque. Il y avait Olivier Seban. D'ailleurs, ça a été la toute première formation immobilier que j'ai fait. Je me suis formé à l'IMO et rapidement après, première opération, deuxième opération, et puis ça s'est enchaîné comme ça. Mais on va dire que l'histoire, elle s'est faite graduellement comme ça, sans volonté d'investir dans l'immobilier de base, mais plus une volonté de dire, voilà, j'ai 5 000 € qui s'accumulent sur mon compte à la fin du mois, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je les utilise pour faire quelque chose. C'est intéressant, je discutais avec Maxime, qui a un podcast qui s'appelle Jeune Investisseur, qui a eu, je pense, un joli coup de chance, mais qui est aussi intéressé sur les cryptos quand il avait 16 ou 17 ans. Okay. Et du coup, il a gagné 100 000 €. Okay. Et c'est là qu'il a il a eu la même démarche que toi. Il a commencé à s'intéresser à l'immobilier. Et aujourd'hui, il a 20 ans et il fait des millions en marchand de biens. Il m'a raconté toute son histoire de IMO, sans que je sache son âge, tu vois. Okay. Et franchement, je lui donnais au moins 50 plus. Okay. Et quand j'ai réalisé qu'il avait 20 ans, je dis mais attends, comment t'as fait ça en l'espace de 2 ans, quoi? C'est pas possible. Et souvent, tu t'y intéresses parce qu'il y a un événement comme ça fait. Pour toi, c'est l'hypnose, pour le coup, un peu qui a été ce déclic. Carrément. C'est intéressant. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose quand j'étais en échange au Brésil et que j'avais pas grand-chose à faire. J'avais 12 heures de cours par semaine. Okay. Et j'avais un pote au collège, lycée qui faisait de l'hypnose dans la cour de récré. Je me souviens d'images. Peut-être qu'Augustin, il nous écoute. Tu vois, il avait hypnotisé 3 ou 4 personnes. C'était tous des dresseurs Pokémon. Ils partaient dans la cour pour aller chercher leurs Pokémon. Ils revenaient avec des bulles bizarres dans les bras. Mais vraiment, c'était... Et moi, ça m'avait marqué. Et du coup, quand je suis parti là-bas, j'avais pas grand-chose à faire. Je lui envoie un message et je lui dis comment t'as appris? Il me dit tiens, moi j'ai appris avec un e-book. Il m'envoie le e-book. Je le lis. Et en fait, je teste directement avec les quelques potes français que j'avais là-bas. Parce que hypnotiser, c'est déjà pas facile, mais alors, le faire dans une autre langue, c'est encore plus chaud. Quoique, ça se trouve, ça aurait fonctionné peut-être en... c'est possible, il faut avoir une bonne maîtrise de la langue. C'est possible. Et bon, pour le coup, pas du tout thérapeutique. Hein. J'ai commencé, ça a marché assez rapidement. J'ai pu faire des trucs chouettes, oublier son prénom, oublier un chiffre, etc. Et une de mes... Vraiment la 2e ou 3e fois ça s'appelait la phase d'induction, il me semble. Donc là, la personne avait la tête posée sur mon épaule et en fait, elle s'est mise à pleurer. Et j'étais là, attends, je suis en train de faire n'importe quoi. et du coup, heureusement, j'avais pas complètement passé la phase sur... Il y avait toute une phase d'éthique et comment tu faisais pour éviter ce genre de situation. Et du coup, je l'ai fait ressortir de cette séance tout de suite, mais progressivement, en la remettant dans un truc positif, etc. Et elle en a gardé un truc, elle s'est sentie hyper apaisée, comme si elle avait eu un... Exactement, comme si elle avait eu une nuit de 10 heures, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu arrêté. Tu t'es dit, ça fait peur. J'ai un peu arrêté. Et c'est aussi un truc de mon, je pense, de mon comportement. Quand je commence à comprendre comment le truc fonctionne, j'ai tendance à me dire, ok, passons à autre chose. Et je pense que c'était vraiment l'apprentissage et la compréhension de ce mécanisme qui m'intéressait. J'avais pas du tout d'ambition d'en faire ni une activité. Bien sûr. C'est pas devenu une passion. Ni de soigner avec. Mais voilà, c'est assez marrant l'hypnose. Alors que t'as encore, franchement, je pense que tu fais des stats, t'as encore la moitié des Français qui n'y croient pas. Bien sûr. Qui ont l'impression que c'est un truc bien sûr. faké. Même dans le monde médical, moi, ça m'est arrivé de discuter avec des collègues où ils me disent, parce que moi, évidemment, en 2e année de médecine, avec un cabinet d'hypnose qui tournait à plein régime,
Tu te doutes bien qu'à la fac, tout le monde était au courant. Ouais. Tout ça, ah putain, c'est lui, il fait des séances d'hypnose et tout. En plus, j'ai le doyen de ma fac de médecine qui m'a demandé de faire des séances gratuitement pour les étudiants de première année. Ok. Où c'est passé dans le journal, machin truc et tout. Donc ça a fait le tour du petit monde local. Et j'ai eu plein de fois en stage des profs et des praticiens hospitaliers, donc des toubibs, je veux dire des confrères même, on appelle ça, tu vois. Ouais. Une confrérie théoriquement. Qui étaient un peu, tu vois, agressifs en disant « mais tu fais ça, mais il n'y a rien de prouvé, machin ». Et en fait, tu te rends compte que c'est des mecs qui ne maîtrisent pas du tout leur sujet. Parce qu'aujourd'hui, un médecin qui te dit l'hypnose, ça n'existe pas, ça ne marche pas, c'est juste un médecin qui ne connaît pas son sujet. C'est la même chose qu'un médecin qui aujourd'hui te dit non, l'homéopathie, ça n'a jamais marché. Non, c'est faux. On n'a jamais prouvé que ça marchait, mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire que ça ne marche pas. On n'est pas capable de prouver que ça ne marche pas, on n'est pas capable de prouver que ça marche. Toujours est-il que tout médecin généraliste qui se connaît sait qu'il a un petit papy qui prend de l'arnica tous les jours et grâce à ça, il tombe la pelouse. Et s'il n'a pas d'arnica, il tombe pas la pelouse. Et c'est pas une exception et ça dépasse les statistiques du placebo. Et donc du coup, si tu veux, dans le milieu médical, on est vachement dans ce truc, il faut que ce soit prouvé, il faut que ce soit machin. Moi, plusieurs fois, ça me fait rire, tu vois. Ça m'est arrivé une fois en service de piélaterie. Et je dis au pédiatre, je dis, mais écoutez, la kiné respiratoire pour les enfants, vous avez une étude scientifique de grade A contre placebo qui démontre que ça sert à quelque chose? Et en fait, non, ça n'existe pas. La kiné respiratoire pour les nourrissons, tout le monde sait que ça fait du bien. Ça paraît logique d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été prouvé scientifiquement avec une étude de grade A dans un magazine scientifique. Et pourtant, on en fait dans tous les services de pédiatrie de France, quasiment. Donc la limite entre la politique, les croyances et la certitude médicale d'un autre côté, c'est des choses qui sont très différentes et c'est des aspects qui sont très intriqués dans le monde médical qui est très politique, le monde médical, et très business, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il est encore plus business dans l'hôpital public que dans les institutions privées. Ok. Et c'est génial aussi parce que, bon, tu vois, tu faisais payer, tu disais 60 € la séance, c'était 1 heure? Ouais, 1 heure. Ouais. Et en fait, tu vends un résultat qui est exceptionnel. Quand tu fumes un paquet par jour à 10 €, ça te coûte 300 balles par mois. C'est ça. Donc la séance à 60 €, oui, elle est vite rentabilisée. Alors c'est peut-être en plusieurs séances pour le coup. Alors en général, pour ta femme, moi je faisais qu'en une seule séance, mais il existe plusieurs approches. Moi je sais que c'était l'approche qui faisait que je sortais un peu de certains de mes concurrents qui étaient installés sur le même secteur. Donc j'avais toujours choisi cette approche-là. Mais l'idée en fait, c'est d'imaginer qu'est-ce que je dois dire à cette personne pour qu'à partir d'aujourd'hui, elle ait plus peur de ça que de fumer ou qu'elle soit plus attirée par le fait d'être en bonne santé que de fumer. Et parfois, ça prendra une séance, parfois ça en prendra 2, parfois ça en prendra 5. Mais on reste quand même sur de la thérapie brève. Donc un hypnothérapeute qui vous facture 10 séances, a priori, c'est qu'il préfère votre portefeuille que votre santé. Mais il y en a bien sûr comme dans tous les métiers. Mais dans l'idée d'une thérapie brève, c'est, imagine une pelote de laine, grosso modo, qui est emmêlée dans tous les sens. Et ça, c'est la situation de ton patient ou de ton client, puisque en tant qu'hypnothérapeute, on n'a pas le droit de dire patient. Bref. L'idée, c'est de se dire quel est le fil où en tirant dessus, je vais arriver à démêler toute la pelote. Et si c'est du premier coup, c'est tant mieux. L'objectif étant que ce soit le plus écologique pour la personne. Et il y a des gens, tu arriveras tout de suite, tu tires sur le fil, il y a tout qui se démêle, parce que tu as fait une bonne anamnèse, parce que tu es rentré dans une vraie sympathie avec lui, ou à minima une vraie empathie avec lui, parce que tu as les compétences, les connaissances, etc., etc. Et puis parfois, tu tires, ça marche pas, tu tires, ça marche pas, tu tires, ça marche pas. Et puis parfois, tu reposes la question à la personne, mais est-ce que vraiment vous avez envie? Et tu te rends compte qu'en fait, elle n'a pas vraiment envie. Et ça, c'est un sujet qui est super tabou, mais il y a énormément de gens qui sont malades, qui ont envie d'être malades, et qui ont en tout cas pas envie de guérir, parce que être malade, ça peut apporter certains bénéfices. Alors, je sais que c'est ultra tabou de dire ça et c'est très mal vu dans le monde médical, mais moi, je connais des gens qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des cancers, où au final, s'ils sont 100% honnêtes avec eux, ils sont mieux avec ça que s'ils étaient guéris. Je te donne un exemple tout bête. Une patiente qui vient me voir, sclérose en plaques, déclarée depuis de nombreuses années, machin, qui vient me voir dans mon cabinet de thérapie, donc c'était il y a quelques temps déjà, pour de la douleur. Parce qu'elle a beaucoup de douleurs, etc. Et malgré qu'elle soit déjà au plafond sur les traitements. Et elle m'est envoyée par son neurologue, en plus, qui me connaissait un petit peu, qui savait que je faisais de l'hypnose, machin. On discute et tout, elle est amenée par son mari, je vois que c'est lui qui parle, c'est lui qui explique et tout. Puis je dis, ah là, mais vous avez des troubles de l'élocution, ça? Elle me dit, non, je n'ai pas de troubles de l'élocution. Mais tu vois, présence du mari très très forte. On entame la séance, je demande au mari de sortir, et puis avant de débuter la séance, on discute un petit peu, et puis je repose les mêmes questions que j'ai posées avant, où elle n'avait pas répondu, c'était son mari qui avait répondu.
Et grosso modo, elle m'explique que depuis qu'elle est malade, elle a un mari qui était haut cadre dans une grosse boîte, etc. Il est passé à mi-temps, il s'est rapproché de la maison, il fait beaucoup de télétravail, etc. Et du coup, il s'occupe énormément d'elle. Et puis, tu vois, j'ai une intuition et on fonctionne beaucoup comme ça dans le monde de la thérapie, où je me dis, est-ce qu'au final, cette situation, elle ne peut pas avoir un bénéfice? Alors, je décide de lui poser la question. Je lui dis, Madame, je vais vous poser une question et je ne veux pas vous choquer, mais c'est vraiment utile pour l'approche thérapeutique qu'on va utiliser maintenant. Si vous deviez choisir entre être en bonne santé, ou en tout cas ne pas être atteinte de la sclérose en plaques, mais retourner à votre ancienne vie, c'est-à-dire où votre mari est en déplacement toute la semaine, où il est parfois un mois en voyage d'affaires, etc., et vous êtes seul à la maison, ou alors gardez la vie que vous avez là, la maladie se stabilise, vous gardez le même handicap, mais ça ne s'améliore pas, ça ne baisse pas. Par contre, votre mari, il est présent comme il est présent aujourd'hui. Est-ce qu'en toute honnêteté, vous pourriez me dire ce que vous choisiriez? Elle me dit, je choisirais la deuxième option. Donc, je choisirais de rester malade. Parce que, bénéfice secondaire, d'être malade pour certaines personnes, et c'est vraiment un truc qu'il faut creuser quand on a une personne qui est addicte à l'alcool, à la cocaïne, à l'héroïne, qui n'arrive pas à sortir de ça, c'est à quoi ça lui sert. Mais ça sert forcément à quelque chose derrière, et il y a forcément un bénéfice secondaire dans chaque action, dans chaque comportement et dans tout ce qui se passe. Et parfois, ce bénéfice secondaire, il est inconscient. Parfois, la personne, elle n'en a pas conscience. Et par exemple, il y a des gens qui ont mal au dos. On leur dit de faire du kiné, ils ne le font pas. Pourtant, on se dit, putain, mais quand on fait du kiné, vous avez mal au dos? Ah non, quand je fais du kiné, j'ai plus mal au dos. Et du coup, pourquoi vous ne faites pas de kiné? Ah je sais pas. Ou parce que j'ai pas le temps. Ou comme ça, vous n'avez pas le temps. La santé, c'est important pour vous? Oui, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais du coup, vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas le temps si la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est parce qu'en fait, si tu veux, derrière, il y a des raisons sous-jacentes au comportement qui sont parfois illogiques. Et l'être humain, il n'est pas logique, il n'est pas rationnel. Tu viens de parler de la situation de mon père avec le dos, c'est incroyable. C'est vrai. Mon père qui travaille, qui a mal au dos tout le temps, quand il va chez le kiné, ça va mieux. Et je pense qu'il attendrait une solution miracle qui le soigne. C'est ça. Mais ça ne soigne pas, ça apaise sa douleur, les séances, et après, au bout d'une semaine, ça revient. Ça revient. Et il me dit ça, et je dis, pourquoi tu fais pas une séance de kiné par semaine alors? Oui, voire deux. Voire deux. Et il le fera pas, quoi. Oui. Il le fera pas. Mais oui. Et c'est difficile, très difficile de dénouer le truc et de comprendre pourquoi. Bien sûr. Parce que pour le coup, il en souffre. Oui. Il continue à travailler. Ça, on peut pas se dire que c'est pour aller chercher un arrêt maladie ou ce genre de choses. Il a sa propre entreprise et voilà. Mais voilà, très difficile. Bien sûr. Et c'est des prises en charge d'ailleurs où nous on est confrontés tous les jours. Un mec, tu lui prescris une prise de sang, il la fait pas. Tu lui donnes des médicaments, il les prend pas. Tu lui dis d'aller voir le kiné, il ne va pas le voir. Et c'est là où tu n'as pas 36 000 solutions en fait. C'est soit tu es dans le cadre d'une rupture thérapeutique et le lien de confiance, il n'est pas là. Et quand tu dis quelque chose à ton patient, lui, il pense que tu dis n'importe quoi, voire que tu te trompes. Et à ce moment-là, il vaut mieux qu'il aille voir un autre praticien. Ou alors, tu essaies de creuser et de démêler le problème. Et parfois, tu tombes comme ça sur ce fameux bénéfice secondaire, qu'on appelle ça dans le monde de la thérapie. Et du coup, tu arrives à avoir plus conscience de pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose de super important de comprendre et pas seulement d'appliquer. C'est un aspect de votre métier que j'avais pas trop en tête et qui est, je pense, un peu oublié, en effet, parce qu'il y a un peu problème-solution. Voilà, t'as mal à la gorge, prends ce médicament. Tout à fait. Et t'as après tout le truc de, en fait, prends tes médicaments, soigne-toi. Peut-être que ça fait 2 ans qu'il était malade et il n'est pas venu. Comment tu fais pour le faire venir plus rapidement? Ça me fait penser aux formations IMO un peu, tu vois, les formations IMO où j'ai eu beaucoup de personnes qui ont des formations IMO sur le podcast, c'est le plus visible sur les réseaux, etc. Et j'ai compris récemment qu'en effet